Alors, c'est donc le président directeur général de l'Institut de recherche pour le développement que nous accueillons, l'IRD. Il va nous parler d'un thème qui a déjà été un peu évoqué ce matin, celui de la globalisation, des inégalités et des enjeux sanitaires. Jean-Paul Moiti, c'est à vous. Merci. Merci. Je suis impressionné parce que là, vraiment, l'amphi est bondé, encore plus que d'habitude par rapport aux années précédentes. Merci d'être là. Je vais m'adresser à vous avec une triple casquette. J'espère que ça ne donnera pas trop d'incohérence à mon propos. Ma première casquette qui n'est pas marquée là, c'est que je n'oublie quand même pas que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et je le suis encore d'ailleurs, même si je n'exerce pas de façon active, j'ai été professeur d'économie de la santé dans cette université d'Aix-Marseille qui m'est chère. Donc ça explique que je puisse m'exprimer sur la santé, mais les deux autres casquettes sont plus récentes. La première, c'est que je suis effectivement depuis 3 ans le président directeur général de l'Institut de recherche pour le développement, que certains d'entre vous connaissent. Il faut savoir que l'IRD, c'est une curiosité française. La France est le dernier pays au monde à avoir conservé un organisme public de recherche dont l'unique mission, la priorité est le partenariat scientifique avec les communautés de recherche des pays du Sud. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que des institutions généralistes, les universités de tous les pays occidentaux, ne travaillent pas avec les pays du Sud, Dieu merci, mais nous sommes le dernier pays à avoir un organisme qui est spécialisé dans ce domaine, et j'ai la faiblesse de penser que ça nous conduit à faire les choses un petit peu différemment, de façon peut-être plus intime, plus directe, avec nos partenaires du Sud que d'autres partenaires, ce qui n'empêche pas d'autres partenaires, aussi bien français que étrangers, de faire des choses très très bien. Et puis la troisième chose, ça explique le badge que j'ai là, pour ceux qui peuvent le voir. C'est que j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend des jours, d'être nommé par le secrétaire général des Nations Unies pour faire partie du groupe des 15 indépendants de 15 experts qui a été chargé donc par les Nations Unies de faire le premier rapport d'évaluation prévu en 2019, donc c'est un rapport quadriennal, des objectifs du développement durable, dont je vais vous parler, et qui donc ont été adoptés en septembre 2015 par tous les pays membres des Nations Unies pour l'horizon 2030. C'est le cadre de l'action internationale commune, multilatérale, en matière de développement pour l'horizon 2030. Alors ce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas, moi je ne l'étais pas jusqu'à il y a 3 ans, des familiers des mécaniques onusiennes qui sont fort complexes, comme vous pouvez l'imaginer, c'est que c'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies. C'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies que l'évaluation de quelque chose n'a pas été confiée en direct à des agences onusiennes elles-mêmes, qui sont quand même, sans forcément être en conflit d'intérêts, comme on le disait dans la session précédente, sont quand même un peu jugés partis. C'est la première fois que les États membres ont souhaité confier ça à un panel indépendant, et pas, même s'il est appuyé par les agences des Nations Unies. Et c'est ça qui est très important dans le langage onusien, c'est que ce rapport, donc, puisqu'il est indépendant, contrairement à tous les autres, ou la quasi-totalité des rapports des Nations Unies, est un rapport non négociable. Toutes les autres choses aux Nations Unies, les objectifs de développement durable elles-mêmes, à un moment donné, sont le résultat d'un compromis entre les délégations des gouvernements des pays membres, même s'il y a d'autres apports dans ces discussions, etc. Mais là, pour une fois, ce rapport est non négociable. Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, nous n'avons pas à interagir, y compris avec les représentants des gouvernements. Je dois vous dire que si, quand on aura un premier draft, c'est-à-dire dans 1 an, et qu'on commence à le faire un peu circuler, si tous les pays du Sud nous disent
j'espère que ça ne se passera pas comme ça, mais si tous les pays du Sud, notamment la Chine, l'Inde, les territoires menacés par le changement climatique dans l'océan Pacifique, nous disent mais qu'est-ce que c'est que ce rapport, vous sous-estimez totalement nos problèmes, c'est un point de vue trop occidental, etc., on ne va pas se gêner pour essayer de tenir compte de leurs critiques et d'améliorer notre copie. Bien sûr. Mais par contre, le fait que ce n'est pas négociable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, comme c'est le cas aujourd'hui dans tous les documents onusiens, l'administration américaine nous dit « Ah mais non, vous ne pouvez pas utiliser le terme de réchauffement climatique », nous pourrons leur répondre sans problème que nous prenons note de cela, mais qu'à notre connaissance, il y a des centaines, voire des milliers de papiers dans la littérature scientifique, les meilleures revues scientifiques du monde, qui ont un consensus sur l'utilisation de ce terme et sur la réalité objective du réchauffement qui le sous-tend, et que, jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'ils arrivent à faire changer la science d'avis, mais c'est assez peu probable, nous maintenons évidemment cette référence, parce que nous, notre référence, c'est l'évidence scientifique existante. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire non négociable. Vous pouvez imaginer qu'effectivement, on est un peu écrasé par l'ampleur de la charge. Je suis de plus en plus angoissé à mesure que l'échéance se rapproche, d'autant que ce premier rapport quadriennal en 2019, il est censé servir pour éventuellement aider à modifier un peu les trajectoires après 4 ans, mais qu'éventuellement il doit aussi servir de modèle pour la contribution de la science à l'évaluation des ODD jusqu'en 2030. Donc servir de modèle pour la suite. Alors justement, quelques mots, parce que peut-être que vous ne connaissez pas très bien ça, et c'est tout à fait normal, il y avait des ancêtres à ces objectifs du développement durable, qui sont les objectifs du millénaire, qui s'affichent ici. Ces objectifs du millénaire, ils n'étaient que 9, vous pouvez les voir là, dont 3 sur la santé, d'ailleurs, j'y reviendrai, mais c'était des objectifs qui ne concernaient que les pays en développement. Les pays occidentaux, les pays européens, les États-Unis, etc., étaient concernés au travers de leurs relations Nord-Sud, au travers de leur aide publique au développement, mais ce n'était pas un agenda global. C'était un agenda pour l'aide au développement, si vous voulez. Vous verrez en quoi les ODD ont changé cette focale. Ce qu'il faut bien comprendre, et j'y reviendrai sur les ODD, c'est que ce genre de choses est toujours le fruit de compromis politiques. Et ces compromis politiques internationaux, ils sont quand même très très dépendants de la conjoncture internationale dans laquelle ils sont négociés. Si les objectifs du millénaire ont été adoptés en 2000 pour l'horizon 2015, c'est essentiellement parce que l'aide publique au développement des pays développés s'était effondrée en même temps que le mur de Berlin, ce qui d'ailleurs nous dit des choses sur quelles étaient les motivations réelles de l'aide au développement dans le contexte de la guerre froide et de l'affrontement entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. Mais c'était effondré, mais qu'on s'était rendu compte que la mondialisation ne résolvait pas tous les problèmes et que même si elle présentait des avantages, elle pouvait avoir des effets pervers, créer des difficultés supplémentaires et que donc il fallait corriger ou accompagner cette mondialisation. Et donc, les objectifs du millénaire ont été adoptés en 2000 pour l'horizon 2015 et ont accompagné et ont été accompagnés par une relance de l'aide publique au développement, étant entendu qu'on est encore loin des objectifs. Ça fait depuis les années 70, et c'est officiel depuis, je crois, 86, que tous les États développés du monde se sont officiellement, promis, juré, craché, engagés à consacrer 0,7% de leur produit national brut à l'aide au développement. À de rares exceptions près, et la France n'est pas dans cette épure-là, on en est encore loin. Et même les objectifs d'augmentation de l'aide au développement que le président Macron, et je m'en félicite, a récemment fixé pour l'horizon 2020-2025, ne sont pas à 0,7%. On est à 0,4 aujourd'hui en France, si mes souvenirs sont exacts. Alors évidemment, comme c'est souvent le cas quand on affiche des objectifs, quand on fait le bilan des objectifs du millénaire, c'est, suivant les cas, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et je vous donne quelques exemples là. Ce qui est en vert, ce sont donc le nombre de pays des Nations Unies qui ont rempli l'objectif
par rapport à ce qui avait été fixé pour 2015. Et vous voyez que pour des choses aussi importantes que la malnutrition, la mortalité infantile, la mortalité maternelle, l'accès à l'eau potable, on est vraiment très 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 loin du compte. Alors, je vais plutôt, même si c'est un exposé de nature générale, centré sur les questions de santé, puisque c'est l'objet de cette session. Sur la santé, on est un petit peu dans cette situation-là, c'est-à-dire que, comme vous le voyez dans les courbes, la courbe bleue du dessus, c'est l'Afrique subsaharienne pour la mortalité infantile. Des succès significatifs ont été obtenus en termes de baisse de la mortalité infantile. On peut d'ailleurs s'en féliciter, puisqu'on a eu une baisse de plus de 50% par rapport à 90, qui était l'année de référence. Même s'ils sont adoptés en 2000, la référence pour l'objectif, c'était toujours 90-2015. Donc il y a eu une baisse de plus de 50% de la mortalité infantile, mais on est quand même encore loin du compte, et c'est pour cela que les objectifs du millénaire, j'y reviendrai, en rajoutent une couche en termes de baisse de la mortalité infantile. Et surtout, vous voyez, et un graphique comme ça, pour le statisticien que je suis, suffit à alimenter ma colère, voilà, c'est que la probabilité qu'un enfant, c'est la courbe bleue, qu'un enfant qui naît en Afrique aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, est infiniment supérieure à celle d'un enfant d'un couple de même type, qui naît à la maternité du coin à Aix-en-Provence. Et ça, je trouve que c'est absolument insupportable pour tout humain digne de ce nom. Alors pour la mortalité maternelle, c'est un petit peu le même scénario, je ne vais pas être très très vite, en sachant en plus que les progrès ont été l'écart entre l'objectif affiché de réduction des 3/4 de la dite mortalité maternelle et la réalité des choses, l'écart est encore plus grand. Il faut bien savoir que, et là encore ça peut aggraver le sentiment de scandale que nous pouvons avoir, c'est que nous savons parfaitement aujourd'hui ce qu'il faut faire pour réduire quasiment à zéro, il y a toujours des phénomènes aléatoires, mais pour réduire quasiment à zéro la dite mortalité maternelle. Et pourtant, ça n'est pas l'accès des femmes à des conditions d'accouchement correctes et un suivi de la grossesse correcte est loin d'être acquis, encore une fois, ça c'est la courbe marron cette fois, notamment en Afrique subsaharienne. Le troisième objectif du millénaire, c'était le contrôle des pandémies infectieuses, où là encore, des progrès sans précédent ont été obtenus. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question du Sud avec quelques autres, nous étions une poignée d'experts au plan international, essentiellement des francophones, plus quelques ONG, plus une partie des collègues infectiologues des pays du Sud qui ne comprenaient pas pourquoi on ne leur donnait pas les moyens de travailler correctement, mais nous étions totalement minoritaires dans l'idée qu'on pouvait aussi traiter le sida dans les pays du Sud, et notamment en Afrique, où l'essentiel de l'épidémie se trouve, le prévenir et le traiter. À l'époque, on nous prenait pour des doudingues. Les références de l'OMS, publiées d'ailleurs dans de nombreuses revues scientifiques de haut niveau, étaient que certes, moralement, c'était un petit peu difficile de dire qu'il fallait garder les médicaments uniquement pour le Nord, mais l'idée était que c'était absolument impossible de diffuser massivement ces traitements du fait des conditions des pays du Sud. Je me souviens même que lorsque le président Bush a nommé son premier, c'était dans les années 2000, a nommé son premier dirigeant de l'équivalent de l'Agence américaine de développement, l'USAID, à la première interview qu'il a donnée dans le Boston Globe, il était dit que oui, vous comprenez, ça serait bien de pouvoir donner des antirétroviraux pour le sida aux patients africains, mais à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'était plusieurs médicaments qu'il fallait prendre selon leurs caractéristiques pharmacologiques à différents moments de la journée, parce qu'il y avait des problèmes de métabolisme. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était le cas, et donc il avait expliqué doctement que, comme on le savait, la grande majorité des Africains n'ont pas de montre, n'ont pas de rapport construit au temps, et que donc on n'arriverait jamais à leur faire prendre ces médicaments dans de bonnes conditions. Bien. Alors là, vous voyez que dans ce domaine-là, on a fait des progrès significatifs, mais qu'en dépit de ces progrès, l'incidence, y compris en 2016, et ça a été confirmé en 2017, des nouveaux cas de sida reste de près de 2 millions de personnes par an. C'est les nouveaux cas. Et évidemment, tout ça est concentré dans les pays du Sud, notamment en Afrique subsaharienne. Et même si, par rapport au moment où nous avons commencé
le travail, où il y avait seulement quelques centaines de patients qui avaient accès aux médicaments dans les pays les plus touchés, notamment en Afrique. On est à un des taux de couverture, notamment en Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud, où dans l'Afrique francophone, la situation est un peu moins bonne, c'est Western and Central Africa là. Malgré tout, il y a encore un gap important entre l'objectif de couverture universelle dans le domaine, qui est une condition pour traiter et prévenir l'épidémie. C'est un peu, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, on est un peu dans la même situation, hein, des progrès significatifs, mais loin d'être suffisants pour la tuberculose et aussi pour la malaria. Donc, vous voyez l'élément par rapport à cela. Mais ça ne concerne pas que la santé. Ça ne concerne pas que la santé. Et cette slide-là est volontairement provocatrice, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me poser des questions. D'ailleurs, j'espère qu'ils en feront, etc. Un des objectifs du développement durable, je vais y revenir, c'est quand même de maintenir une croissance économique suffisante, même si elle doit être différente, pour permettre l'élévation du niveau de vie, notamment dans les pays où ce niveau de vie est très insuffisant. Or, depuis la crise de 2008, on est très très loin du compte. Les calculs macroéconomiques qui font consensus, c'est que pour les pays les moins avancés, c'est les pays où en gros, à quelques dollars près, on est aujourd'hui à moins de 1 000 $ par personne et par tête. Moins de 1 000 $ par personne et par tête, en moyenne. Hein. Leur croissance est plus rapide que la croissance mondiale, dans la période récente, ils sont autour de 2,5, alors que la croissance mondiale, comme vous le savez, a énormément ralenti suite à la crise, même si ça reprend un peu, mais on est très loin du compte, puisque pour tenir les objectifs de développement qui ont été fixés, il faudrait, dans ces pays, avoir une croissance de l'ordre de 7%. Alors, je vais faire un petit focus sur ce qui est à la fois le succès le plus important des objectifs du millénaire, et en même temps, peut-être son plus grand trompe-l'œil. C'est un vrai succès, mais c'est aussi en partie un succès en trompe-l'œil. À l'époque, le premier objectif des millénaires, c'était l'éradication de l'extrême pauvreté, l'éradication de la pauvreté absolue. La pauvreté absolue est aujourd'hui définie par la Banque mondiale par le fait qu'une personne a moins de 1,9 $ corrigé par les problèmes de parité de pouvoir d'achat, etc. Donc c'est une mesure assez robuste, mais que les gens qui doivent vivre avec moins de 1,9 $ par personne et par jour. Du point de vue, et au départ, à l'époque, quand ça a démarré dans les années 2000, c'était moins de 1 $ par jour. Du point de vue de la pauvreté, l'extrême pauvreté définie de cette façon-là, on a progressé de façon très importante, puisqu'il y a eu une réduction de près de l'ordre de 1 milliard de personnes qui ne sont plus dans cette situation d'extrême pauvreté. Ce qui peut faire à juste titre crier cocorico, ou je ne sais pas comment ils disent en anglais, aux experts divers et variés. C'est tout à fait vrai. Et vous le voyez d'ailleurs dans cette figure-là, la conséquence de ça, c'est que l'extrême pauvreté a tendance à se concentrer dans des poches. Ces poches étant certains pays d'Afrique subsaharienne et à l'intérieur des autres pays, à l'intérieur de certaines couches de la population ou de certaines régions ou de certaines zones. Mais bien évidemment, ce succès qui est réel amène toute une série de nuances. La première nuance, mais j'ai pas mis la slide là parce qu'on y perdrait trop de temps, c'est que l'essentiel de ce succès, l'essentiel de ces 1 milliard, c'est la Chine et l'Inde. C'est le développement de la Chine et l'Inde. Si on corrige par le poids de la Chine et l'Inde, le succès est beaucoup moins spectaculaire, notamment en Afrique subsaharienne. Et puis aussi, évidemment, c'est le fait que cette définition monétaire de la pauvreté est une définition qui est facile parce qu'elle permet des comparaisons, mais tout à fait réductionniste. Parce que comme le note avec un certain humour, mais un humour qu'ils avouent eux-mêmes être noir, mes amis d'ATD Quart Monde, par exemple, hein, avec ce critère-là, il n'y a pas de pauvres en France. D'accord ? Tout va bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Discuter avec n'importe qui travaille un peu dans ces domaines-là, par exemple ATD Quart Monde, mais pas seulement, beaucoup de personnes sans doute qui sont dans cette salle, c'est quand même un peu fort de café.
Ben, ça, c'est pas parce que c'est tout simplement parce que cette définition monétaire de la pauvreté passe à côté de toute une série de problèmes, et notamment, par exemple, le fait que, et ça s'est accentué notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie du Sud et en Asie centrale, on a des gens qui ne disposent de quasiment une écrasante majorité de la population qui ne dispose d'aucun système de protection sociale. Ni assurance maladie, ni assurance retraite, ni protection par rapport aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ni bien sûr politique familiale ou ce genre de choses. Et puis, bien sûr, ces avancées réelles, grâce à la Chine et à l'Inde sur l'extrême pauvreté, se sont accompagnées d'une aggravation sans précédent des inégalités à l'intérieur des pays. Alors ça, il faut quand même que je vous explique ça. Il y a une théorie que personne n'osera jamais, par rapport à laquelle quasiment personne aujourd'hui n'acceptera de dire « mais je suis d'accord avec cette théorie ». Et d'ailleurs, aucun économiste digne de ce nom, quelles que soient par ailleurs ses nuances, n'osera dire cela parce qu'il sait très bien que jamais, dans aucun manuel d'économie, il ne pourra trouver cette théorie, et surtout qu'il n'y a jamais eu la moindre preuve empirique ou que ce soit de la réalité, en tout cas globale, de cette théorie. Mais c'est une théorie qui inspire de facto énormément de politique, et énormément de politique économique. C'est la théorie dite du ruissellement, en anglais « trickle-down theory ». D'accord ? L'idée est simple, et c'est d'ailleurs l'idée qui était derrière le fait d'identifier comme objectif prioritaire de la banque du millénaire le fait de cette lutte contre la pauvreté absolue définie monétairement. C'est l'idée que si vous arrivez à faire de la croissance, à augmenter le gâteau, les pauvres en profiteront, et donc effectivement, il y a des millions de personnes qui sortiront de la pauvreté absolue, mais que si le prix à payer pour cette amélioration de la situation, c'est que la part du gâteau qui est contrôlée par les plus privilégiés et les plus riches augmente, et augmente même proportionnellement plus, c'est pas très grave. D'accord ? C'est d'ailleurs un phénomène avec lequel nous vivons en permanence. Par exemple, c'est pas l'objet de l'exposé, mais s'agissant de l'espérance de vie en France, l'espérance de vie en France depuis 50 ans, Dominique au moins, augmente régulièrement. Elle augmente régulièrement pour tout le monde. Mais comme elle augmente plus vite pour ceux qui, a priori, sont déjà les mieux lotis, c'est-à-dire très probablement, par exemple, les professeurs d'université comme moi et la très grande majorité des gens qui viennent aux tables rondes de l'Arbois, du coup, et c'est tant mieux pour eux, et pour nous, mais ça veut dire qu'effectivement, le gâteau augmente pour tout le monde, le gâteau espérance de vie, mais il augmente encore plus vite pour nous, et donc les écarts se creusent, et les inégalités face à la mortalité et face à la maladie s'aggravent, on le connaît notamment dans le domaine du cancer. Alors, en dehors de ce qui est en vert foncé là, c'est-à-dire quelques pays d'Amérique latine, où il y a eu effectivement une tendance à la réduction des inégalités à l'intérieur des pays, par exemple au Brésil, qui est la tendance générale, les zones rouges c'est ce qu'il y a de pire, la tendance générale a été à l'aggravation des inégalités telles que mesurées par les indicateurs classiques de dispersion, comme l'indicateur de Gini. Mais surtout, ce phénomène, et là bien sûr c'est les travaux qui ont été menés non seulement par Thomas Piketty mais par de nombreux économistes au plan international, ces indicateurs comme le Gini sont plutôt des indicateurs de moyenne et de dispersion autour de la moyenne. L'idée intéressante de l'école américaine et de Piketty, c'est de dire mais il ne faut pas seulement regarder la distribution globale, mais il faut aussi regarder les extrêmes de la distribution. Donc intéressons-nous à ce qui se passe au niveau des 1% les plus riches ou des 10% les plus riches. Et qu'est-ce qu'on met en lumière ? Et ça, aujourd'hui, j'y étais encore il y a une dizaine de jours, même la Banque mondiale, même le FMI le reconnaissent. Là encore, c'est parce que quand même, il y a quelques chercheurs francophones, ou pas simplement francophones, qui ont fait de quoi faire pour, disons, leur faire mettre le nez sur cette réalité. Mais toujours est-il qu'on a une concentration de la richesse qui, en tout cas, depuis que nous avons des statistiques, c'est-à-dire l'aube de la révolution industrielle, est historiquement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est pas
des économistes gauchisants français qui le disent, c'est le Fonds monétaire international, et il y a des choses identiques de l'OCDE, de la Banque mondiale, donc c'est vraiment désormais le mainstream de la communauté internationale des économistes, vous disent que les 10% les plus riches de la population du monde concentrent 55% des revenus totaux. Et ça, c'est en flux. Il y a une autre publication de la Banque mondiale qui rajoute à ça les stocks, c'est-à-dire le capital, la propriété de la terre, la propriété des machines, des entreprises. Là, c'est plus 55%, 70%. C'est historiquement sans précédent. Et là, pour vous faire comprendre la difficulté de ça, je vais vous faire mon anecdote Pape François. Voilà. Quand les objectifs du millénaire ont été adoptés en septembre 2015 aux Nations Unies, le pape François est venu à New York devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il a fait un discours absolument magnifique dans lequel il a dit, voilà, avec la concentration très evidence-based d'ailleurs, hein, avec les inégalités actuelles et en dépit des succès obtenus dans la lutte contre la pauvreté, c'est absolument intenable, c'est du bullshit, il n'a pas dit comme ça, mais quasiment, de parler des objectifs de développement durable avec cette distribution internationale de la richesse. Et ce qui est fantastique, c'est que le pape François est parti et 2 jours après, il y avait la cérémonie officielle de signature des accords. Et donc, il y avait tous les chefs d'État. Hollande était déjà parti, mais il y avait Merkel, Cameron, le Premier ministre indien, enfin tous les chefs d'État, hein, encore plus prestigieux que les tables rondes de l'Arbois, hein, qui étaient là pour signer les accords et faire un speech avant la signature officielle. Et ce qui est incroyable, c'est que ces 15 intervenants, les 15, hein, sans exception, ont tous, à un moment de leur discours, dit avec révérence, comme l'a dit le pape François, etc., etc. Sauf que aucun des 15 n'a dit la totalité de ce qu'a dit le pape François, parce que non seulement il avait expliqué que cette concentration internationale de la richesse était contradictoire potentiellement avec tous les efforts qu'on pouvait faire par ailleurs, mais qu'il avait rajouté qu'il n'était pas très heureux, parce qu'il constatait que les politiques conduites par plusieurs des personnes qui allaient signer tout ça étaient quand même en contradiction parce qu'elles ne se fatiguaient pas beaucoup pour essayer de régler ce problème et surtout, même pour certaines d'entre elles, aggraver le problème en question. Ça, j'ai pas souvenir d'avoir un des chefs d'État, peut-être, ça m'a échappé, tant mieux, mais en tout cas, c'était pas le discours dominant des 15. Voilà. C'est vrai que le pape François n'a pas à être réélu. Donc... il est élu une bonne fois pour toutes, mais ce n'est pas un appel. Alors, toujours est-il que face à ces succès mitigés des objectifs du millénaire, mais qui ont été des progrès réels, nous arrivons à 2015, donc, et à l'adoption des objectifs de développement durable. Alors, il faut bien comprendre que ces objectifs de développement durable, ce sont des compromis, mais il faut bien comprendre que ces compromis, ils ont été le produit d'une conjoncture politique déterminée. En toute franchise, et tout le monde le reconnaît à l'ONU aujourd'hui, si aujourd'hui on renégociait ces ODD, on n'y arriverait pas. Mais c'est pour ça d'ailleurs que malgré leurs limites, il faut s'appuyer sur eux, parce que ce sont des compromis plus avancés que ceux qu'on pourrait obtenir aujourd'hui. Donc ça peut être un point d'appui pour faire changer les choses aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? C'est parce que en 2008, on a la plus grande crise du monde capitaliste depuis les années 30, et que la réponse est portée au départ essentiellement par le G7, ou mieux par le G20. Mais aux Nations Unies, il y a beaucoup plus de pays que ça, hein, ils sont 193, si mes souvenirs sont exacts, donc 169, je ne sais plus. Ma mémoire est défaillante, vous trouverez ça sur Wikipédia. Et donc, beaucoup de pays ont voulu se saisir de ces ODD pour que la dynamique internationale, la dynamique multilatérale ne soit pas totalement contrôlée par les plus puissants, mais soit mieux partagée. Et c'est pour cela que quand vous lisez ou quand vous vous faites raconter comment ça s'est passé, j'ai eu l'occasion d'en discuter notamment avec l'ambassadeur kényan qui était un des responsables du groupe final de rédaction, qui a joué un rôle très important, il vous explique vraiment comment un certain nombre de personnalités de pays qui d'habitude ne pèsent pas autant dans l'agenda international, je pense à la ministre de l'époque de la Colombie ou lui-même pour le Kenya et quelques autres, ont pu imposer des compromis meilleurs que ceux à quoi on pouvait s'attendre. Et les caractéristiques de ces ODD par rapport aux objectifs du millénaire, c'est que maintenant, ils ne concernent pas que les pays du Sud, mais l'ensemble des pays du monde. Donc la France doit chaque année rendre compte de où elle en est de la promotion du développement durable.
par exemple, et a une feuille de route dans le domaine. Et qu'ils sont beaucoup plus extensifs dans les domaines qui sont conduits et couverts. Et pour donner 2 exemples que j'ai vu monter en puissance depuis mon observatoire onusien, la thématique des océans, qui préoccupait beaucoup de monde, mais qui politiquement était inexistante dans l'agenda international, est devenue très importante à travers les ODD. L'année dernière, 30 000 personnes à New York pour un sommet sur l'ODD Océan. La thématique de la biodiversité est en train de monter en puissance en s'appuyant sur les ODD. C'est pour ça que j'avais envie de dire à Nicolas Hulot, qui se plaignait il n'y a pas très longtemps que sur ces questions de biodiversité, il était un peu isolé à l'Assemblée nationale française. Je veux bien le croire, et il faut l'aider, mais j'avais envie de le dire, la prochaine fois que je le verrai, je lui dirai « Oui, mais tu n'es pas si isolé que ça au plan international, donc appuie-toi sur cette mobilisation internationale, y compris pour faire bouger les choses dans notre propre pays. » Et puis donc, il y a cette idée que ces objectifs doivent être suivis, non pas séparément les uns des autres, mais de façon coordonnée, liés les uns avec les autres, et c'est d'ailleurs un de leurs problèmes. La conséquence de ça, c'est qu'on se retrouve quand même avec 17 objectifs, déclinés eux-mêmes en 169 cibles, donc il y a de nombreuses cibles à travers chaque objectif, et que du coup, c'est pas forcément, à la différence des objectifs du millénaire qui étaient plus ciblés, plus précis, un guide parfait pour l'action. Il y a une chance sérieuse, ça sera, je pense, dans notre rapport, que ces objectifs ne donnent lieu à ce que nous appelons dans notre groupe un concours de beauté. C'est-à-dire tous les gouvernements, et d'ailleurs ils se réunissent chaque année au mois de juillet pour faire le point, viennent à la tribune pour dire « mais regardez, nous on coche ou on a avancé sur 167 cibles, sur les 169, donc on est meilleur que nos voisins ». Ça, c'est pas véritablement l'objet. L'objet, c'est de trouver, en s'appuyant sur ces ODD, des trajectoires de développement qui permettent de préserver la planète des difficultés absolument considérables auxquelles elle est confrontée. La question des relations entre la science et les ODD. Il y a la raison pour laquelle les ODD ont été obtenus, c'est ce contexte géopolitique auquel je faisais référence, mais il y a 2 autres éléments qui ont joué un rôle très important. C'est que la négociation n'a pas été une négociation strictement intergouvernementale. On voit bien dans des affaires comme la Syrie ou autres, que quand on est dans la négociation diplomatique pure, c'est très difficile d'aboutir à des résultats et de trouver les équilibres. Là, ce qui a fait que la négociation a été un peu desserrée, c'est 2 choses. C'est d'une part que on a pu, par diverses voies, faire que des avancées de la science soient intégrées à la discussion. Et l'exemple le plus clair que vous connaissez tous, on fêtait avec eux la semaine dernière leurs 30 ans à l'UNESCO, c'est bien sûr le cas du groupe sur le climat, le GIEC, qui évidemment a joué un rôle clé dans l'accord de Paris de 2015 et dans le fait qu'on a enfin un ODD climatique dans les 17 ODD en question. Mais s'il n'y a pas que sur ce domaine du climat, dans tous les domaines, la science a joué un rôle significatif. Mais cependant, il y a 3 paradoxes de cette relation entre la science et les ODD. J'oubliais évidemment l'autre élément qui a joué un rôle important, c'est que les organisations non gouvernementales, mais aussi le secteur privé, c'est-à-dire pas simplement des acteurs étatiques, ont joué un rôle dans la négociation. Ça a pu avoir des effets un peu négatifs, au sens où tout le monde a voulu que son problème soit dedans, d'où le côté un peu catalogue, mais en même temps, ça a permis de faire émerger des thématiques, y compris dans le domaine de la santé, auxquelles on ne pouvait pas penser sur la base strictement des négociations. Alors, par rapport à ça, il y a trois paradoxes sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est que donc la science a joué un rôle important dans les ODD. Pour la première fois, les Nations Unies confient à un panel de scientifiques l'évaluation. Donc on voit bien qu'ils considèrent que la science est importante. Mais en même temps, il n'y a pas une ligne explicite sur la science dans les ODD. Comment on fait pour soutenir la science? Il y a des choses sur la technologie, le transfert de technologie, mais rien sur la science. Alors, à la décharge des gouvernements, on peut accepter l'idée qu'ils se disent de toute façon, qu'il y ait des ODD ou pas des ODD, la France continuera à faire de la recherche biomédicale. Les États-Unis continueront à avoir un développement important de la science. Les émergents, la Chine, l'Inde, etc., développent des infrastructures scientifiques. Soit.
Soit. Donc effectivement, on peut se dire qu'ils ne pensent pas que la science tombe du ciel, mais qu'elle tombe spontanément, donc ils n'ont pas à s'en occuper, de l'appareil scientifique des pays du Nord. Ça pose quand même quelques problèmes. C'est que, et là en tant que PDG de l'IRD, c'est un peu mon quotidien, je ne ferai pas d'anecdote pour ne fâcher personne. Certes, la science se développe, elle se développe plus que jamais, mais est-ce que spontanément le mainstream de la recherche scientifique, y compris française, fait ce qu'il faut pour trouver les solutions au développement durable? Ça, je peux vous dire que rien n'est moins sûr. C'est-à-dire que notamment le partenariat avec les pays du Sud, ou s'attaquer aux problèmes de vulnérabilité dans la zone intertropicale, ce n'est pas forcément spontanément ce que fait le mainstream scientifique. Et puis de toute façon, même si la science du Nord s'attaquait de façon parfaite à ces problèmes, la question du fossé Nord-Sud dans ces domaines demeure. Le fait que l'Afrique aujourd'hui, ça ne représente que 2% de la production scientifique mondiale et que la moitié de ces 2%, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud, deux pays anglophones, malheureusement pour nous francophones, c'est pas simplement, c'est un problème pour la science universelle. On ne peut pas comprendre la transmission, le concept One Health, la transmission depuis la forêt africaine d'un certain nombre de virus qui alimentent les nouvelles pandémies, si on ne travaille pas avec les Africains ou avec les Brésiliens en Amazonie. Mais indépendamment même, où on ne peut absolument pas comprendre la machine climatique aujourd'hui, si on n'a pas des données qu'on ne comprend pas mieux, les phénomènes de mousson en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Mais au-delà de l'intérêt même pour la science, le fait de ne pas avoir de scientifiques de suffisamment de haut niveau, notamment en Afrique, est un problème pour le développement même de ces pays. Il faut savoir que 70% des INDC, c'est-à-dire les feuilles de route qui ont été présentées par les pays du Sud lors de l'accord de Paris, n'ont pas été rédigées par des experts de ces pays, mais par des consultants extérieurs, et que dans nombre des cas, ils ont fait des règles de 3. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ah ben oui, si on replante une forêt à Fontainebleau, ça va réduire les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre de temps. Et donc, si on fait la même chose au Gabon ou dans le nord-est brésilien, ça va faire tant de réduction des émissions. N'importe quel scientifique connaît un peu le sujet, sait que cette extrapolation est un petit peu hasardeuse, sans données plus précises. Donc, premier problème à ce niveau-là. Le deuxième problème, c'est que ces ODD, c'est bien beau, mais qu'il y a des interactions compliquées et qu'avec la meilleure volonté du monde, la mise en œuvre en concomitance de ces différents objectifs peut entrer très vite en contradiction. Un exemple, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je vais arrêter les slides, un exemple très très concret. Les Chinois assurent leur sécurité alimentaire, à peu près. Depuis un certain nombre d'années. Ils n'ont plus de problème de ce point de vue-là. Sauf que ça s'est fait sur un modèle révolution verte et qu'aujourd'hui, à l'hectare, l'agriculture chinoise utilise 70% de plus d'engrais chimiques et de pesticides dont seule une minorité reste dans les sols pour obtenir les niveaux de productivité. Et donc, s'ils ne changent pas, ils sont en train de le faire, hein, parce qu'ils ont conscience du problème. Mais s'ils maintenaient ce modèle, les conséquences sur tous les ODD qui relèvent de la protection de l'environnement, voire d'autres d'ailleurs, peuvent être très très gravement atteints. Et ainsi de suite. Et puis la troisième chose, et je terminerai là-dessus, et ça me permettra peut-être aussi de faire un peu une provocation par rapport à des discussions de ce matin auxquelles j'ai eu la chance d'assister enfin, c'est que, et ça c'est pas simplement un problème de l'articulation entre la science et l'ODD, c'est un problème plus fondamental, c'est que quelque part ces objectifs de développement durable, ils reposent, c'est un cadre pour l'action multilatérale. Or aujourd'hui, le multilatéralisme classique, tel qu'il est porté par les Nations Unies, est en crise complète. Le retrait des Américains de l'accord de Paris n'étant que le symbole archétypique, mais il n'y a pas que ça, des difficultés du multilatéralisme. Et c'est là quand même que, comme disait ma grand-mère, qui n'était pas scientifique, mais qui avait beaucoup de bon sens, d'une mauvaise chose peut peut-être en sortir une bonne. C'est-à-dire que certes, on prend conscience des limites du multilatéralisme interétatique pour produire les biens globaux communs dont nous avons besoin, le contrôle des pandémies infectieuses étant d'ailleurs un
des principaux de ces biens publics globaux qu'il faut arriver à produire et à organiser, mais d'une certaine façon, les difficultés nous obligent à essayer d'inventer d'autres formes de multilatéralisme. Et quelque part, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais c'est ça l'inspiration du One Planet Summit et de l'action du président de la République sur ce sujet. Et de ce point de vue, je l'approuve totalement, parce qu'il est en ligne avec l'évidence, y compris avec l'évidence scientifique, en tout cas sur ce sujet. Ça veut dire qu'on est capable de construire de nouvelles coalitions, et des coalitions d'acteurs qui transcendent un peu les clivages politiques et idéologiques a priori. Et dans cette coalition d'acteurs, il faut qu'il y ait des parties du secteur privé. C'est inévitable. Sinon, nous n'aurons pas les moyens d'investir. Et donc, certes, il faut se réguler les partenariats publics-privés, mais s'opposer en principe au partenariat public-privé, c'est nier le fait que nous avons peut-être une occasion historique unique de construire des coalitions qui entraînent avec nous une partie vers le développement durable, une partie des acteurs, y compris des acteurs du secteur privé, ce qui implique évidemment d'assumer la conflictualité avec d'autres acteurs dont les intérêts freinent par rapport à cet objectif. Je m'arrête là. Merci. Merci Jean-Paul Moiti. Donc après la belle-mère d'Yves Coppens ce matin, on a eu la grand-mère de Monsieur Moiti, voilà. Et on a une question par contre sur les jeunes générations qu'un monsieur m'a demandé de poser. Il m'a demandé que vous nous parliez un peu du gaspillage, parce qu'il estime qu'aujourd'hui, eh bien, on fait prendre le risque à la planète, donc que les nouvelles générations trouvent quand même aujourd'hui une planète en moins bon état que celle que nous vivons aujourd'hui, on va dire. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à ce monsieur qui... Alors c'est un monsieur qui va se lever, si vous pouvez vous lever, monsieur, voilà, mais qui ne souhaitait pas poser sa question par oral. Bien, voilà. Écoutez, je vous remercie de votre question. Et moi, je vais en prendre d'autres pendant ce temps. Voilà. Je vous remercie de cette question parce qu'elle me permet d'aborder quelque chose que j'ai pas eu le temps de développer dans mon exposé. C'est évident que les objectifs du développement durable, ils ont des conséquences différentes selon qu'on parle au nord ou au sud. Au sud, c'est clair qu'il faut de la croissance économique, même si elle peut être différente, pour assurer un standard de vie minimum, pour sortir des difficultés et de la vulnérabilité, y compris au changement climatique, les populations. Dans nos pays, c'est la même chose que sur les richesses, ça veut dire profondément changer nos modes de production et de consommation. Et effectivement, le gaspillage est évidemment une catastrophe. On parle aujourd'hui de sécurité alimentaire qui n'est pas assurée. Peut-être que c'est à cela que vous pensiez, monsieur. Il est établi par la FAO, là encore, l'ONU, qu'il y a un tiers de la production alimentaire mondiale qui est gaspillée, qui est jetée à la poubelle sans être recyclée. Alors qu'il y a des enfants qui crèvent de faim. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, on est bien d'accord par rapport à cela. Mais voilà. Alors, on va prendre d'autres questions. Jean-Paul, bravo pour le partenariat public-privé, parce que comme tu sais, la France n'a pas fait ce choix malheureusement, et tu as absolument raison d'insister. Je voudrais repartir sur les limites du multilatéralisme et bilatéralisme. Dans un exercice que nous avons fait... très récemment, à l'EDCTP que tu connais bien, nous avons regardé quel pays d'Europe travaille sur les 3 maladies que tu citais tout à l'heure avec l'Afrique sous-saharienne. Et il y a des inégalités incroyables. Par exemple, il y a 9 pays d'Europe qui travaillent avec l'Ouganda et un seul qui travaille avec Madagascar. Et ces 9 pays d'Europe travaillent sans aucune harmonisation les uns avec les autres. Et lorsque nous avons repris le dialogue, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, l'Allemand disait « moi je vais avec la France », l'Anglais disait « moi je vais faire mon chemin tout seul », et l'Italien disait « pour moi c'est très difficile de faire des chemins avec vous ». Comme tu le sais, Patrice, je suis évidemment d'accord avec ton constat. Il renvoie à un constat plus général. Vous ne pouvez pas parler de tout, mais à l'IRD, on est bien passé pour ça. Une tendance générale de l'aide publique au développement, tout domaine confondu. Et y compris pour les fondations privées, toutes les études économétriques le montrent, c'est que l'aide va en priorité à ceux qui ont le moins besoin d'aide. Évidemment. C'est-à-dire que comme en plus on veut avoir des critères d'efficacité de la dépense, de l'utilisation de la dépense, on a besoin
de pays ou d'institutions de référence qui aient une certaine solidité, qui aient une bonne gouvernance, comme on dit dans le langage onusien et technocratique, qui est aussi le mien, donc je ne le critique pas, et ben évidemment, on va là où c'est le plus facile. Et c'est pareil au niveau de la science. On vient de faire une étude bibliométrique de la production scientifique de l'IRD, mais évidemment dans le contexte des autres choses. Nous avons des laboratoires mixtes avec le CNRS, avec l'université, y compris, etc. Quand il s'agit de travailler avec le Brésil ou avec l'Afrique du Sud, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de chercheurs de l'IRD vraiment dédiés à la coopération avec le Sud pour le faire. Ça se fait spontanément. Et très très franchement, quand je vais visiter les labos de l'EMRAPA, qui est l'équivalent de l'INRA et qui a fait le miracle agricole brésilien, qui pose des problèmes par ailleurs en termes de développement durable, les séquenceurs que je vois, je ne suis pas certain qu'on les ait à Marseille, malgré le haut niveau de l'université d'Aix-Marseille. Donc ce n'est pas difficile de travailler avec eux, c'est même un plaisir. Ce n'est pas très différent que de travailler avec Harvard ou Berkeley. Ou avec Heidelberg. Par contre, dans les pays les plus défavorisés, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Et il faut aller contre cela. Donc, effectivement, on ne va pas régler ça par un coup de baguette magique. Mais l'intérêt de la conjoncture actuelle, c'est que justement, on se pose la question que tu te poses. Patrice, c'est que peut-être qu'on va pouvoir avancer des choses. Les quelques initiatives qui sont sorties du One Planet Summit organisé par le président au mois de décembre esquissent, par exemple, dans le domaine agricole, des possibilités de convergence entre les fondations comme la Gates, les gouvernements, les Allemands, les Français et différentes communautés, des fonds privés, etc. Et il faut se saisir de ça. Ce qui est vrai, je n'ai pas eu le temps de dire ça, c'est que mon sentiment sur la santé, c'est que nous avons été, Patrice, ensemble, nous avons mené ce combat. On a été, dans le domaine de la santé, on a un peu anticipé les ODD. On a anticipé le multilatéralisme avec les grands fonds sur le vaccin, sur le sida, la tuberculose et la malaria. On a un petit peu de mal, je trouve, dans le domaine de la santé, par comparaison à ce que je vois sur l'agriculture, par exemple, actuellement, ou sur les océans, ou sur la biodiversité, à évoluer, c'est-à-dire à faire évoluer un peu notre modèle articulation multilatérale, bilatérale, pour se remettre dans les clous des ODD. Moi, j'avoue que j'ai été un peu déçu, mais que quand je suis allé à la conférence mondiale sur le sida que nous avons organisée à Paris, après 2003, ils étaient l'année dernière à Paris, à aucun moment, je n'ai entendu dans les sessions plénières le mot objectif du développement durable. Et ça montre bien que peut-être que les succès que la santé avait pu avoir en matière de santé globale la handicape un peu pour prendre le tournant de la nouvelle conjoncture. Mais justement, il faut le prendre. Merci donc de cette réponse à M. Patrice Debré. Alors, on va maintenant prendre la question de monsieur qui a un micro. Allez-y. André Lacroix. Je suis surpris, pour ne pas dire plus, que dans toute votre conférence, monsieur, vous n'avez pas parlé démographie ou limitation des naissances. Car avant tout, n'est-ce pas là le principal paramètre des problèmes soulevés pour le développement durable? Et je suis un peu cynique, mais avant de distribuer des vaccins contre telle ou telle chose, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas distribuer de la pilule? Le taux de croissance démographique de l'Afrique est énorme et malgré une croissance très forte, vous courez toujours derrière. Alors, voilà. On a bien compris votre question sur les aspects démographiques. Voilà, monsieur Motte. Je vous remercie de votre question parce que justement, elle me donne l'occasion de parler de slides de diapositives que j'ai pas eu le temps de présenter, mais je vais pas retourner à mon diaporama par rapport à ça. Et d'une certaine façon, quitte à me faire vouer aux gémonies, en général, c'est les autres qui me vouent aux gémonies parce que effectivement, avec un collègue, lorsque le président Macron, lors de ses premières interventions sur l'Afrique, a fait un peu comme vous avez dit, c'est-à-dire montrer l'importance du problème démographique en lien avec la question du développement comme condition du développement et que je me suis fendu d'une tribune pour expliquer que oui, l'évidence scientifique, notamment démographique, allait dans ce sens-là, que le président avait raison au moins sur ce point, eh bien je me suis fait vouer aux gémonies, non pas comme vous m'avez pas voué aux gémonies, mais par ceux qui prônent le contrôle des naissances, mais par ceux qui disent que, oulala, il ne s'agit pas d'empêcher les
pauvres de faire des bébés que le problème est un problème de réduction des inégalités. Non, le problème est les deux. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il y a un lien entre la baisse de la fécondité et le développement. Avec un nombre d'enfants, alors même si cette baisse de la fécondité est différente selon les pays et que entre certains pays d'Afrique subsaharienne et le Niger où on est à plus de 9 enfants, encore à plus de 9 enfants en moyenne par femme, on a un vrai problème. Et si on ne règle pas ce problème de l'explosion démographique, on a effectivement un gros problème pour la planète. L'un des problèmes étant qu'effectivement, d'ici 2050, nous avons 2 milliards de personnes de plus à nourrir et que les modèles pour le faire, sans faire casser les limites de nos ressources naturelles, l'ensemble des solutions sont loin d'avoir été trouvées, y compris à l'heure actuelle. Donc il va falloir sacrément accélérer. Ceci étant dit, et je termine par rapport à ça, la question de comment on fait pour qu'il y ait un cercle vertueux entre le contrôle de la démographie et le développement, justement, ça ne passe pas seulement, ni même principalement, par les programmes de contrôle des naissances. Bien sûr, offrir la possibilité d'avoir plus de choix de reproduction aux femmes, ça fait partie de cet objectif-là, ça fait aussi partie d'ailleurs de l'objectif de meilleure parité qui est dans les objectifs du développement durable. Si la Tunisie tient à peu près, c'est aussi, et je vous en donne tout à fait quitus, parce que encore aujourd'hui dans les enquêtes que nous faisons, nous voyons que les Tunisiennes utilisent les moyens de contraception aussi bien, si ce n'est mieux, et plus fréquemment que les Françaises. Et ça, c'est un élément fondamental qui fait tenir la démocratie en Tunisie, quelle que soit l'évolution en question. Mais si on veut régler ce problème-là, ce n'est pas principalement un problème de planning familial, même si le planning familial est important. C'est surtout de créer les conditions de développement économique et social qui fait qu'on a moins besoin de faire des enfants. Et on voit bien que la causalité, c'est pas on fait baisser la démographie, il y a du développement, c'est une causalité dans les deux sens, et même plutôt dans l'autre sens. Quand vous commencez à améliorer la santé, quand vous commencez à améliorer les systèmes de protection sociale, quand la seule forme d'assurance par rapport à l'avenir, comme c'est le cas aujourd'hui en Afrique, vous l'avez vu dans mes slides, c'est pas simplement d'avoir quelques enfants qui survivront et qui pourront peut-être s'occuper de vous si vous arrivez à survivre, mais des systèmes de protection sociale, là la transition démographique et épidémiologique se fait. Donc oui, la question démographique est très importante, oui, le planning familial c'est important, mais ça se joue ailleurs, ou en grande partie ailleurs, le lien entre croissance, développement et démographie.